Le secrétaire général et président Tô Lâm préside la 4e réunion du comité chargé du bilan des 40 ans du renouveau au Vietnam. La 4e conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer et le forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger se sont tenus ce jeudi à Hanoï. De plus en plus d'entreprises de production investissent dans la vente en ligne dans le cadre d'une démarche stratégique pour atteindre directement les clients. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé ce 22 août à Hanoï la 4e réunion du comité de pilotage du dressement du bilan de certaines questions théoriques et pratiques sur le processus du renouveau à l'orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam. S'exprimant lors de la réunion, le secrétaire général et président Tô Lâm a apprécié les efforts des membres du dit comité de pilotage pour élaborer rapidement un projet de rapport de bilan de certaines questions théoriques et pratiques sur le processus du renouveau au cours des 40 dernières années au Vietnam. Il a annoncé que le projet de rapport sera essentiel à la rédaction des documents au service du prochain 14e congrès national du parti. Il a également souligné la nécessité d'affiner continuellement le projet de rapport pour le soumettre au bureau politique avant de présenter au 10e plénum du comité central du parti. Ce jeudi 22 août, la 4e conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer et le forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger se sont tenus à Hanoï. Présent à cet événement, le Premier ministre Phạm Minh Chính a insisté sur la nécessité de maximiser la force de la communauté vietnamienne à l'étranger. Il a affirmé que la communauté vietnamienne à l'étranger fait partie intégrante de la nation et constitue l'une de ses ressources. Le chef du gouvernement a encouragé les Vietnamiens à l'étranger à continuer à être des ambassadeurs du Vietnam pour promouvoir la culture vietnamienne, contribuant ainsi à réaliser l'aspiration de développement pour un Vietnam puissant et prospère. Organisée précédemment en 2009, 2012 et 2016, la conférence des Vietnamiens d'outre-mer est centrée sur le thème « Les Vietnamiens d'outre-mer s'unissent pour réaliser les aspirations de développement du pays ». Grâce à la conférence, les délégués vietnamiens d'outre-mer, dont des intellectuels et des hommes d'affaires vietnamiens, apporteront des idées et des suggestions pour la construction et le développement du pays. Jeudi matin, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, la commission permanente de l'Assemblée nationale a poursuivi la séance de questions-réponses dans les domaines de la sécurité publique, de la justice et des tribunaux. Après une journée et demie de travail, les séances de questions au gouvernement dans le cadre de la 36e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale ont pris fin. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a souligné que les résolutions du comité avaient été mises en œuvre avec sérieux par les différentes agences gouvernementales, entraînant des changements positifs et aboutissant à des résultats concrets dans de nombreux domaines. Sur la base des résultats des séances de questions au gouvernement, le comité permanent de l'Assemblée nationale publiera une résolution sur les questions spécifiant les exigences concrètes pour chaque question, y compris des délais clairs pour la mise en œuvre et l'achèvement. Ho Chi Minh Ville compte 6 projets de logements sociaux éligibles au programme de crédit de 4,8 milliards de dollars. 3 d'entre eux ont déjà obtenu des prêts bancaires. Le projet de logement pour les travailleurs de la ville de Thủ Đức a déboursé 6,8 millions de dollars. La succursale de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh Ville rapporte que la ville met en œuvre diverses politiques de prêts préférentiels pour le logement social. La succursale de la Banque des politiques sociales à Ho Chi Minh Ville offre des prêts préférentiels pour l'achat ou la location de logements sociaux, ainsi que pour la construction de nouveaux logements ou la rénovation de logements existants. Ces prêts respectent la réglementation en vigueur avec des taux d'intérêt réglementés et émis périodiquement. Selon le projet de développement d'1 million d'appartements de logements sociaux, le pays devra construire 428 000 appartements d'ici 2025.
Dans un contexte de rareté de l'offre et de hausse des prix des appartements, la promotion du développement du logement social est considérée comme une solution pour réguler le marché immobilier. Cependant, pour atteindre cet objectif, les localités doivent prêter attention aux projets de logements sociaux. Ce terrain est situé au centre de la ville de Haiphong. Il est aménagé pour construire des logements sociaux. Haiphong compte 9 projets de logements sociaux situés dans des emplacements centraux ou à proximité de parcs industriels, d'écoles et d'hôpitaux pour que les gens puissent vivre confortablement. Récemment, la ville a demandé aux services de résoudre rapidement les procédures de déploiement des projets de construction. Cela contribue à créer des conditions favorables pour les investisseurs. Actuellement, de nombreuses localités sont également très intéressées à allouer des fonds fonciers au logement social. Selon les experts immobiliers, le décret actuel réglementant le développement et la gestion des logements sociaux est plus clair qu'auparavant. Les entreprises ont droit à 10% des bénéfices après avoir calculé tous les coûts des facteurs. Ainsi, si les procédures administratives sont raccourcies, les coûts de mise en œuvre du projet seront réduits, contribuant ainsi à baisser le coût du logement social. Les lois et réglementations qui se chevauchent ou qui sont inutiles ont été supprimées et annulées. Le temps de procédure a également été réduit de moitié par rapport à avant. C'est un signe très positif. Pour acheter un logement social, les couples doivent avoir un revenu total inférieur à 30 millions d'hommes. Auparavant, les documents financiers nécessitaient une confirmation de l'administration fiscale, mais désormais, seule la feuille de paie du lieu de travail est requise. Avec ces conditions favorables, de nombreuses personnes rempliront les conditions pour acheter un logement social. Selon les statistiques du ministère de la Construction, au cours des 6 premiers mois, l'ensemble du pays ne compte que 8 projets de logements sociaux achevés, avec 3136 logements. Il existe encore des localités qui ne s'intéressent pas activement à ce domaine. Le port de Phuoc An, le plus grand port maritime de Dong Nai, devrait commencer ses opérations le mois prochain. Situé sur les rives de la rivière Thị Vải dans la dynamique région économique du Sud, qui comprend Ho Chi Minh Ville, Dong Nai, Bình Dương et Bà Rịa Vũng Tàu, le port s'étend sur 3000 mètres avec 6 quais à conteneurs et 4 quais généraux. Avec une profondeur de 15 mètres, le port peut accueillir des cargos jusqu'à 60 000 tonnes. Le port de Phuoc An a une capacité annuelle de 2,5 millions de VP pour les conteneurs et de 6,5 millions de tonnes pour les marchandises générales. Des noix de coco fraîches, des durians surgelés et des crocodiles seront officiellement exportés vers la Chine. Le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'administration générale des douanes chinoises viennent de signer 3 protocoles sur les exigences de quarantaine, ouvrant la voie à l'exportation de ces 3 produits vietnamiens. Il s'agit d'une avancée importante dans les relations commerciales bilatérales, en particulier pour le secteur agricole du Vietnam. Les préoccupations concernant les réglementations phytosanitaires et les délais de stockage limités seront atténués. Le durian congelé devrait rapporter entre 400 à 500 millions de dollars cette année, portant la valeur totale des exportations de durian à 3,5 milliards de dollars, dont 99% sont exportés vers la Chine. Il s'agit du produit ayant le plus grande valeur d'exportation parmi les 3 produits que la Chine vient d'autoriser pour l'exportation. Grâce aux technologies avancées de conservation et de congélation, le durian congelé peut conserver une qualité comparable à celle des fruits frais. Il peut également constituer une source importante de matières premières pour la production d'autres produits à base de durian. L'industrie du durian congelé à Dak Lak devrait connaître une croissance significative dans un avenir proche. Outre le durian, de protocoles importants sur l'exportation de noix de coco fraîches et de crocodiles ont également été signés. Avec un vaste marché de plus de 1,4 milliard de personnes, les exportations officielles apportent non seulement des avantages économiques, mais incitent également les produits agricoles vietnamiens à se développer de manière durable.
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continuera de travailler avec l'administration générale des douanes de Chine pour faciliter les exportations vietnamiennes vers ce marché. La signature de ces protocoles est considérée comme une grande opportunité pour les produits agricoles vietnamiens en général et le durian en particulier. Il s'agit d'une nouvelle importante car le renforcement des relations commerciales entre les deux pays a créé de nouvelles opportunités pour promouvoir la consommation des produits agricoles vietnamiens. La Chine est le plus grand importateur de fruits et légumes vietnamiens. Au cours de ces premiers mois de 2024, les exportations de fruits et légumes du Vietnam vers la Chine ont atteint 2,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela prouve qu'avec une préparation adéquate, les produits agricoles vietnamiens peuvent s'implanter solidement sur le marché chinois. Selon une enquête de l'Association vietnamienne du commerce électronique, plus de la moitié des entreprises du pays ont ouvert des magasins sur des plateformes en ligne. De nombreuses entreprises manufacturières investissent désormais dans les ventes en ligne, dans le cadre d'une démarche stratégique. Ces nouvelles méthodes de vente correspondent aux demandes des clients. Cependant, le succès dans ce domaine nécessite des efforts importants. Cette entreprise a commencé à développer les chaînes de distribution en ligne parallèlement à son système de vente au détail traditionnel il y a 5 ans. Les magasins sur les plateformes de commerce électronique telles que Shopee ou sur les réseaux sociaux tels que TikTok et les sessions de streaming en direct leur rapportent plus de 450 milliards de dong de revenus par an. Ce chiffre devrait doubler au cours des 2 prochaines années. La croissance des plateformes de commerce profite aux utilisateurs, en réduisant de nombreux canaux de distribution intermédiaires. Non seulement cela permet d'augmenter les ventes, mais cela aide également les entreprises à atteindre directement les consommateurs. Le marketing d'affiliation consiste à utiliser des personnalités en ligne pour vendre des produits. Cette approche permet aux entreprises de gagner rapidement la confiance des clients et de vendre en grande quantité. Les sessions de streaming en direct peuvent générer des milliers de dollars de ventes en quelques heures seulement. Cependant, lorsque les produits sont vendus en ligne en gros à bas prix, cela a un impact direct sur le système de magasins de détail. Les entreprises doivent soigneusement considérer cet effet. Les entreprises peuvent rechercher et développer des produits spécifiquement pour le commerce électronique ou transférer de grandes quantités de stock dans des sessions de méga-livres pour éviter un impact direct sur leurs agents. Les sessions de vente en ligne peuvent écouler rapidement une grande quantité de produits. Cependant, le stockage, la logistique, le transport et le service après-vente nécessitent un investissement systématique pour éviter les pratiques commerciales opportunistes. Sur Internet, les bonnes comme les mauvaises nouvelles se propagent rapidement. Par conséquent, les entreprises doivent mettre en place des plans d'urgence pour faire face aux risques dans leurs opérations et leur communication. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái et Tuyên Quang ont connu de fortes pluies mercredi soir et jeudi matin. Les pluies torrentielles ont engendré des glissements de terrain locaux avec des chutes de pierres et de terre endommageant les toits de 5 à 6 maisons dans le village de Na Tông, commune de Thượng Lâm, district de Lâm Bình, province de Tuyên Quang. Heureusement, aucune victime n'a été signalée. Le risque de glissement de terrain et d'inondation soudaine reste élevé à Tuyên Quang et dans d'autres régions montagneuses et du centre du pays. Les orages devraient se poursuivre jusqu'à vendredi matin avec des précipitations prévues allant de 30 à 70 mm et certaines zones recevant potentiellement plus de 150 mm. D'autres régions du nord connaîtront des pluies en fin d'après-midi et pendant la nuit, avec certains endroits confrontés à de fortes pluies et à un risque de tornades, d'éclairs et de fortes rafales de vent.
La loi sur l'identité de 2023 est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette loi permet pour la première fois aux citoyens de moins de 14 ans de recevoir des cartes d'identité en fonction de leurs besoins. Dans les zones reculées et montagneuses, la délivrance de cartes d'identité aux jeunes citoyens se heurte encore à de nombreuses difficultés. Cependant, les autorités locales travaillent sans relâche pour accélérer ce travail. Reportage réalisé dans la commune de Phin Ho, province de Điện Biên, où plus de 95% de la population est issue d'ethnie minoritaire. À 18 h, cet homme de l'ethnie Mông emmène ses deux enfants au comité populaire de la commune pour obtenir des cartes d'identité. Il a été informé que les policiers avaient organisé la délivrance des cartes d'identité toute la soirée. Après s'être inscrits sur le portail des services publics, ces enfants ont dû faire prendre leurs empreintes digitales et prendre des photos. Malgré la pluie, j'essaie d'obtenir les cartes d'identité de mes deux enfants. Les fonctionnaires sont très enthousiastes. Le processus d'obtention de la carte d'identité est simple et bien organisé. De même, Zhang Thika attend son tour pour remplir les demandes de carte d'identité pour ses deux enfants. Comme la plupart des habitants de la commune, elle a été informée des avantages de la carte d'identité. J'ai un enfant de 7 ans et un autre de 8 ans. Avant, je devais transporter divers documents. Maintenant, la carte d'identité intègre les certificats de naissance et les cartes d'assurance. C'est plus pratique. Nous avons terminé la délivrance des cartes d'identité à tous les enfants de moins de 6 ans. Pour la tranche d'âge de 6 à 14 ans, nous traitons actuellement environ 180 citoyens par jour. Le groupe de travail fonctionne de 6 h du matin jusqu'à ce que tous les citoyens de la journée soient servis, généralement jusqu'à environ 22 h ou 22 h 30. Nous avons mis en place 3 équipes chargées de sensibiliser la population à la délivrance de pièces d'identité. Une fois que les parents comprennent les politiques liées au contrôle de santé et aux études, ils souhaitent obtenir une carte d'identité pour leur enfant. Dans le cadre de la campagne 90 jours et nuits pour délivrer rapidement des cartes d'identité, la commune de Phin Ho a pour objectif de délivrer des cartes d'identité à tous les enfants de moins de 14 ans d'ici le 30 septembre. La délivrance de cartes d'identité à puce contribue non seulement à faciliter la vie des citoyens, mais améliore également l'efficacité de la gestion nationale de la population. Cela contribuera à une base solide pour l'administration électronique. Le Vietnam génère environ 100 000 tonnes de déchets électroniques par an. Cette forme de déchets, qui comprend des téléviseurs, téléphones et ordinateurs mis au rebut, peut libérer dans l'environnement des substances dangereuses si elles ne sont pas traitées correctement. Pour aider les citoyens à éliminer en toute sécurité les déchets électroniques, le programme Vietnam Recycles fonctionne depuis plusieurs années. Il s'agit du premier programme gratuit de collecte des déchets électroniques du pays et il s'avère être une réussite. Au lieu de jeter son vieil écran de télévision avec les ordures ménagères ordinaires, Khai l'a apporté à un point de collecte des déchets électroniques situé près d'un supermarché qu'il fréquente. J'ai remarqué ces bacs de recyclage électronique en faisant mes courses, alors j'ai apporté mes vieux objets cassés pour les jeter ici. Ces points de collecte sont également fréquentés par les personnes soucieuses de l'environnement. J'habite à proximité, j'apporte donc souvent des déchets électroniques ici. La pollution de l'environnement m'inquiète. Le programme propose des méthodes de collecte. Les citoyens et les entreprises peuvent soit apporter leurs déchets électroniques au point de collecte désigné, soit utiliser des services de collecte à domicile. Une fois collectés, les déchets électroniques sont triés par catégorie de produits et démantelés par type de matériaux, comme le plastique, le métal ou le verre. Ils sont ensuite traités pour garantir une récupération maximale des ressources et des pratiques de recyclage respectueuses de l'environnement. Au cours de la dernière décennie, le programme a mené de nombreuses campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les dangers des déchets électroniques. Actuellement, nous avons mis en place 10 points de collecte à Ho Chi Minh Ville et à Hanoï. Au cours des 10 dernières années, Vietnam Recycles a collecté et traité plus de 140 tonnes de déchets électroniques. La sensibilisation et la participation du public sont essentielles pour maintenir un environnement plus vert et plus propre.
Le théâtre traditionnel vietnamien, également connu sous le nom de hát tuồng, est une forme d'art. Le théâtre traditionnel vietnamien, également connu sous le nom de hát tuồng, est une forme d'art qui combine musique, danse et théâtre. Auriez-vous imaginé que le tuồng serait interprété avec la musique électronique? Cette combinaison unique a été réalisée par le chorégraphe et artiste du mouvement Tu Hoang à travers le spectacle Facing Infinity. Cette performance montre le mélange d'éléments traditionnels de tuồng et de la musique électronique comme Vina House pour raconter des histoires sur les croyances culturelles et religieuses du Vietnam. Voici une chorégraphie de tuồng interprétée sur de la musique électronique. L'espace scénique minimaliste et mystérieux véhicule des images abstraites. Le spectacle Facing Infinity a été interprété par le groupe Lên Ngan et l'artiste Tu Hoang. Il raconte l'histoire du personnage Ego qui représente de nombreuses personnes dans la société de 1986 à 2000 où l'individualité s'est libérée. Tu Hoang et les artistes de Lên Ngan espèrent transmettre des images de rituels spirituels traditionnels vietnamiens à travers une combinaison unique d'art du spectacle tuồng et de musique électronique. Pourquoi combinons-nous tuồng avec Vina House? Nous utilisons le Vina House avec un rythme linéaire. Côté mouvement, vous verrez beaucoup de danse Vina House dans les rues. Lorsque ces matériaux contemporains sont associés à l'art ancien, cela évoque beaucoup de choses. Derrière le succès de ce spectacle unique se trouve le chorégraphe et artiste du mouvement Tu Hoang. Au cours des 10 dernières années, il a collaboré avec de nombreuses troupes de danse de renommée mondiale des Pays-Bas, de Suisse, d'Allemagne et de Taïwan et a récolté de nombreux prix internationaux. Le spectacle de danse Facing Infinity est comme une salutation subtile que Tu Hoang à son retour au Vietnam, promettant d'apporter un nouveau souffle à l'art de la danse contemporaine du pays. Bonjour Hoàng Ngọc Tú. Tout d'abord, félicitations à vous et à votre équipe pour avoir terminé avec succès ce spectacle de danse Facing Infinity. Il a reçu un accueil très enthousiaste de la part du public de Hanoï. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce spectacle? L'intrigue de cette pièce est assez orientale, comme l'image d'un ciel rond et d'une terre carrée avec 4 directions, est, ouest, sud, nord. Ce sont des choses très proches des Vietnamiens et des Asiatiques. Nous combinons cette intimité avec une réflexion contemporaine sur l'image, le mouvement et le son pour créer une œuvre différente. Vous avez passé beaucoup de temps à rechercher des éléments culturels à intégrer dans ce spectacle. Avez-vous rencontré des difficultés? Nous n'avions qu'un mois pour nous préparer. Le temps disponible pour terminer une performance et la quantité de travail nécessaire pour créer une pièce complète était très limitée. Grâce à Facing Infinity, j'ai eu la chance d'étudier davantage le tuồng. Nous avons développé un cadre structuré et adapté à la performance, en veillant à ce qu'elle soit la plus cohérente et la plus agréable possible pour le public. Nous avons sélectionné les éléments clés de chaque mouvement représentant la tradition et l'innovation, la scène et la société et les communautés. Personnellement, j'aime Vina House parce qu'il possède une forte énergie. En tant qu'artiste du mouvement, je ne peux m'empêcher d'être attiré par une telle énergie. Le plus grand défi dans le domaine artistique est de savoir modérer et trouver la différence et les points communs pour bien les agencer. Participer à ce spectacle de danse et coopérer avec les artistes du groupe Lên Ngan vous aide-t-il à mieux comprendre vos origines? Ce retour a été pour moi une expérience profondément personnelle. Vivant loin du pays natal depuis mon enfance,
Je n'ai pas vraiment prêté attention à l'art traditionnel vietnamien. Aujourd'hui, en revenant, je me suis rendu compte de la diversité et la richesse de l'art vietnamien. Pour développer ma créativité, j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur le théâtre et les traditions vietnamiennes. Vous avez vécu de nombreuses années à l'étranger. Lors de ce retour au Vietnam, comment évaluez-vous vos partenaires vietnamiens? J'apprécie l'enthousiasme des jeunes Vietnamiens. Ils sont passionnés, désireux d'apprendre et capables de gérer plusieurs tâches simultanément, tout en parvenant à une harmonie dans le processus. Je suis reconnaissant envers l'équipe de production de l'ENGAN et toutes les personnes impliquées, car nous n'aurions pas pu y parvenir sans leur soutien. Après le succès du spectacle de danse Facing Infinity, quels sont vos projets? Prochainement, je travaillerai comme chorégraphe principal pour un théâtre aux Pays-Bas. Mais je souhaite aussi passer plus de temps au Vietnam pour explorer davantage les arts populaires et traditionnels. J'espère pouvoir présenter la culture et l'art vietnamien au reste du monde. Encore une fois, merci pour cet entretien. Nous espérons que vos projets continueront d'être bien accueillis par le public vietnamien et international. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.